Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'un accessoire qu'on néglige trop souvent quand on court, à savoir la chaussette. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que pour moi, le confort et le plaisir passent avant tout. Et justement, j'ai découvert Pandouce lors de ma préparation pour le marathon pour tous. Pandouce, c'est une marque française de chaussettes techniques pensées pour les coureurs, les trailers et les cyclistes. Elles m'ont accompagné durant toute cette aventure sans une seule ampoule. Pandouce, ce sont des chaussettes made in France, imaginées à Laval, confectionnées à Limoges à partir de fibres recyclées. Ultra confortables, respirantes et surtout conçues pour éviter tout frottement. Ce que j'aime chez Pandouce, c'est cette idée simple. Proposer un produit durable qui respecte nos pieds et un peu plus la planète. Alors, que tu prépares un 10 km, un trail, un marathon ou que tu cours juste pour le plaisir, ça vaut vraiment le coup de les tester. Tu retrouveras l'ensemble des produits sur le site www.pandouce.fr et tu pourras même passer commande. Je remercie Pandouce de soutenir le podcast et maintenant, place à l'épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et aujourd'hui, c'est le retour du Pompe Café, un format à part, vivant, collectif. Ici, je tends le micro au Patreon, à savoir celles et ceux qui font battre le cœur de cette communauté du podcast À côté de mes pompes. Ici, pas de blouse blanche, pas de discours figé, juste des coureurs, des personnes qui viennent partager leurs convictions et ensemble, on échange. Nous avons choisi aujourd'hui 3 thématiques et ce sont bien les Patreons qui ont construit les thématiques que nous allons aborder dans cet épisode. Premier point, est-ce que les conditions météo mauvaises en ce moment influencent vraiment notre pratique ? Deuxième thématique, l'entraînement croisé, le renforcement musculaire. Est-ce gadget ou un véritable levier de progression ? Troisième point, évidemment, on va parler des pompes, de vos chaussures, avec quoi vous courez, pourquoi ce choix et comment vous utilisez vos différentes paires. Alors ce que j'aime dans ce format du Pompe Café, c'est la richesse des regards. Chacun apporte son éclairage, sa philosophie, son vécu. On réalise finalement qu'il n'y a pas une seule manière d'être un coureur, mais 1000 façons de le vivre. Un immense merci à Stéphanie, Marie-Ange, Isabelle, Vincent et Thomas pour avoir pris du temps, pour leur générosité dans l'échange, avec beaucoup d'énergie pour ce nouvel opus. Alors installez-vous confortablement, prenez peut-être un petit café ou une tasse de thé. C'est le Pompe Café numéro 2, un format d'épisode enregistré avec les Patreons du podcast pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir les Patreons, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième opus du Pompe Café avec des personnes qui étaient déjà là pour le premier épisode et puis des petits nouveaux que je vais laisser se présenter, à commencer par Stéphanie. Je te laisse la parole afin que les auditeurs puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, depuis quand tu as rejoint les Patreons et pourquoi tu écoutes le podcast À côté de mes pompes. Voilà, ça donne la tendance également pour tes camarades qui vont suivre. Voilà, je m'appelle Stéphanie, j'habite une belle région qui est l'Alsace. Je pratique la course à pied depuis un peu plus de 10 ans. D'abord route et puis ensuite trail. Maintenant, je fais toujours les deux. Je t'écoute, Seb, et ton podcast depuis... je pense peut-être un peu avant le marathon pour tous. Je t'ai découvert à ce moment-là et je t'ai écouté pendant toute la prépa du marathon pour tous. J'ai bien accroché et depuis je t'écoute toutes les semaines. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ouais, je suis Patreon parce que pour participer, pour faire vivre le podcast, pour rejoindre une super équipe avec qui on échange régulièrement sur des tas de sujets. Voilà. Merci Stéphanie, je donne la parole à Marie-Ange. Même topo Marie-Ange, même présentation, à toi de jouer. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Alors j'écoute À côté de mes pompes depuis bientôt plus de 2 ans. Ça c'est sûr. J'ai eu de superbes conseils grâce à toi Sébastien pour le choix de mes baskets, mes toutes premières baskets de running. Et j'ai partie des Patreons simplement parce que je trouve que c'est bien de pouvoir soutenir des podcasts qui nous tiennent à cœur,
j'estime bien fait et j'ai rejoint aussi une superbe équipe qui donne plein de conseils et avec qui on échange régulièrement. Thomas, c'est à ton tour de réaliser les présentations afin que les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens et pourquoi avoir rejoint les Patreons et depuis quand tu pratiques la course à pied. Bonsoir tout le monde, moi c'est Thomas, j'ai 38 ans, je suis papa de 3 garçons et beau-papa de 2 garçons également. Donc je cours maintenant depuis une dizaine d'années. J'écoute le podcast depuis 3 bonnes années. Et si j'ai décidé de rejoindre les Patreons, c'est pour tout simplement faire vivre ce podcast à ma manière et rencontrer des gens comme ce soir présents ici sur ce podcast et autour d'une bonne ambiance et des sujets toujours super intéressants, voilà. Alors, sont présents avec nous ce soir Isabelle. Je te laisse redire 2 petits mots parce que les auditeurs ont peut-être déjà eu connaissance de ta voix sur le premier épisode du Pompe Café, mais c'est à toi, en quelques mots. Oui, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Donc Isabelle, alors j'ai participé au premier Pompe Café. Je me représente vite fait pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Donc je cours depuis 9 ans. J'ai commencé sur la route et puis un peu plus trail maintenant, mais je fais quand même toujours les deux. J'habite en Meuse, donc c'est une région pas trop dénivelée pour le trail, mais on a l'Alsace qui est pas loin, l'Alsace et les Vosges qui sont pas loin, donc voilà, je peux aller m'entraîner aussi là-bas. Et puis donc je t'écoute depuis presque 3 ans. Et j'ai rejoint les Patreons en fin d'année 2025, donc je suis toute nouvelle Patreon. J'aime beaucoup le podcast, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris plaisir tous les vendredis à me connecter, à écouter tous les conseils, que ce soit nutrition, les conseils de Bruno, et puis aussi Sébastien quand tu es tout seul, le partage un petit peu de ce que tu fais. Et quand j'ai su qu'on pouvait adhérer, c'est avec plaisir que j'ai souhaité rejoindre les Patreons. Et c'est vrai que c'est bien, on peut échanger entre nous sur plein de thèmes différents, mais toujours autour du sport. Et c'est enrichissant parce que c'est vraiment diversifié. On a tous des pratiques, ça peut être la route, le trail, le très long, les crosses. Alors moi, quand j'entends parler des gens qui font des crosses, c'est pas mon truc, donc ça m'épate à chaque fois. C'est vraiment très très enrichissant et j'ai vraiment plaisir à être Patreon. Voilà pour moi. Vincent, pour terminer ce tour de table des personnes, des Patreons présents pour ce 2e épisode, je te laisse la parole pour te représenter. Bonjour à toutes et à tous, Vincent, 40 ans. Je fais du trail et de la route, un peu toutes les activités autour de la course à pied, avec plaisir depuis une dizaine d'années. Et j'écoute le podcast depuis à peu près le début, je crois, à peu près 3-4 ans. Je sais plus exactement quand c'est sorti. Et c'est tout naturel de rejoindre la bande des Patreons pour tout d'abord pour te soutenir et aussi pour échanger et rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est un plaisir de discuter avec vous à chaque fois. Donc j'espère que les auditeurs sont contents de nous écouter, découvrir des nouveaux profils et apprendre sûrement des choses comme on a appris à nos débuts en t'écoutant. Alors, le Pompe Café, c'est ce que j'appelle un laboratoire d'idées qui émane de ce groupe des Patreons. Et je vous remercie d'avoir ce remue-ménage que l'on peut faire à travers ces différentes conversations. C'est du brainstorming permanent. Et vous m'avez sollicité pour évoquer certains sujets ce soir. Alors rapidement, je vais décliner le sommaire. 3 thématiques. Le premier, ça colle un petit peu à Isabelle, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux conditions météo, au cross. Comment on s'entraîne quand les conditions sont pas bonnes? Vincent, je pense que tu sais aussi de quoi on parle avec pour le trail des conditions qui sont pas toujours très très bonnes et tu nous as montré quelques photos où c'était très très compliqué de pouvoir sortir. Ça, c'est la première thématique.
Ensuite, on voulait aborder l'entraînement croisé. Alors, nos athlètes hybrides, Lucie, Eric et Pierre ne sont pas là ce soir, mais on pourra les mettre à contribution pour une prochaine capsule, un prochain épisode. Mais c'était de voir un petit peu comment on peut intégrer cet entraînement croisé, ce renforcement musculaire dans notre pratique. Vous viendrez apporter votre témoignage si vous pratiquez pas. Est-ce qu'on en trouve des bénéfices? Et dernier point, eh bien, j'aimerais un petit peu savoir ce qu'il y a dans vos placards, quelles sont vos pompes, quel est votre matériel, ce que vous utilisez, quelles sont vos astuces peut-être. Donc, ce sera le dernier volet de cet épisode. Alors, pour commencer, eh bien, ça a été une image choc du week-end avec un championnat de cross du côté de la Normandie où les coureurs à pied étaient littéralement dans l'eau jusqu'aux cuisses. Est-ce que ces conditions météo, cher Patreon, ça vous empêche, ça vous bloque, ça vous bride dans vos préparations et dans votre pratique au quotidien? On peut dire que là, on a un hiver qui est relativement pluvieux. Le printemps s'annonce, je pense, à peu près similaire. Est-ce que vous êtes gêné, ennuyé par ces conditions météo? Alors, je vous laisse la parole, hein. Vous levez la main comme à l'école et je vous attribue le micro. Stéphanie, je te laisse donner ton point de vue sur tout ça. Eh bien non, moi ça me perturbe pas du tout les conditions météo. Alors ma stratégie, c'est de toujours prendre un dossard pour une course en mars-avril. Comme ça, j'ai tout de suite un objectif de printemps et je ne m'arrête pas de l'hiver. Voilà. Donc après, évidemment, je module selon la météo, c'est-à-dire que si par exemple, comme ce samedi, j'avais une sortie longue. Pluvieuse et éventée, et ben je suis repassée par la maison au milieu pour me changer de basket et puis refaire une deuxième boucle. On adapte, enfin moi je fonctionne comme ça, mais j'arrive à faire tous mes entraînements habituels quand même. Vincent, je te laisse poursuivre. Un peu comme Stéphanie, je me mets tout le temps un dossard, un objectif. Déjà, c'est un peu la base pour m'entraîner quand même assez sérieusement. J'essaye d'en garder un tous les 3-4 mois. Et donc là, moi, j'avais pas vraiment prévu d'objectif, mais je sentais que j'avais du mal à reprendre l'entraînement après au début de l'hiver. Donc, je me suis prévu un trail d'une 50aine de kilomètres et comme ça, on est obligé quand même de sortir dehors. Alors, par contre, au niveau de la météo, faut s'équiper, hein, en conséquence. Et c'est vrai que les sorties sont peut-être un peu plus raccourcies par rapport à l'été. Moi, d'habitude, l'été dernier, j'hésitais pas à partir 3-4 heures, voire un peu plus des fois. En montagne, c'était vraiment pas un problème. Et des fois doubler 2-3 fois dans la semaine. Alors que là, c'est vrai qu'au bout de 2 heures, quand on a fait déjà 2 heures sous la pluie, depuis le matin, très de bonne heure de nuit, faut avoir quand même une bonne motivation. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré, qu'on est sous la douche, on est quand même content d'être sorti. Et voilà, donc c'est juste le plus dur, c'est de sortir du lit et de mettre le nez dehors. Après, une fois qu'on y est, voilà, le job est fait. En sachant, Vincent, que toi, tu apprécies les crosses. Le fait d'avoir les pieds dans la boue, des conditions météo parfois un peu dantesques, c'est pas ça qui va t'arrêter. Alors, au niveau des crosses, c'est vraiment pas un problème, parce qu'en fait, c'est pas long, hein, c'est les 30 minutes grand max le cross. Donc, par tous les temps, moi, ça me pose pas de souci. Courir 30 minutes dans l'eau ou dans la neige. On a eu l'année dernière un cross, là, où il pleuvait, il y avait de la neige, 20 cm de neige, et c'était un carnage, surtout qu'on passait dans la dernière catégorie. On était trempés, mais bon, ça dure pas longtemps. Donc, allez, une bonne douche, on se sèche, c'est fini. Tandis que l'entraînement hivernal, les sorties longues, là, surtout que souvent c'est en allure plutôt cool. Donc le cœur monte pas trop, on a vite froid, les mains gelées. Donc faut vite trouver des stratégies pour se motiver et et un bon équipement, quoi. J'ai pas encore trouvé l'équipement parfait pour les mains, donc j'en teste. Là, je viens de commander des gants. On va voir ça là, ça arrivera normalement je les reçois demain, donc c'est pas des gants de course à pied, mais on va avoir des gants étanches à 100%. C'est ce qu'ils utilisent sur les chalutiers. Donc c'est 100% étanche et dedans il y a une fourrure, donc je vais essayer ça parce que j'ai trop eu froid la dernière fois. On reviendra, hein, Vincent, sur ces tips, ces conseils, parce que côté matériel, c'est vrai qu'on est parfois un petit peu à court d'informations, de produits, et il faut se servir des astuces des camarades, et c'est toujours précieux quand on peut échanger sur ces sujets-là. Isabelle, alors il y a que les trailers là qui prennent la parole dans l'épisode sur les mauvaises conditions météo. Isabelle, je te laisse la parole pour que tu nous donnes ton point de vue. Oui.
Alors moi, un petit peu comme Stéphanie, je prends toujours un objectif début de printemps et en plus sur la route. Comme ça, je m'entraîne l'hiver, mais pas dans la boue. C'est ma stratégie. J'adore le trail, hein, ça me plaît. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal avec les terrains quand il y a de la boue, c'est glissant, parce qu'on peut pas courir. Donc, enfin, je perds un peu le plaisir. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je peux pas courir. J'aime bien quand même courir et c'est pour ça aussi que je fais les deux, hein, la route et le trail. Puis en trail, on peut courir aussi hein, quand les terrains sont secs. C'est vraiment du plaisir, c'est que du bonheur. Mais l'hiver, j'avoue, j'ai quand même un peu plus de mal avec le trail. Donc j'ai choisi cette stratégie-là de faire des courses sur route au printemps et comme ça l'hiver, eh ben je m'entraîne le long du canal, sur la route, sur le plat. Et puis voilà, je me salis pas les pompes. Mais bon, c'est vrai que quand il pleut, alors ça par contre la pluie, bon bah ça me dérange pas. Une bonne veste, on s'habille bien. Puis une fois qu'on est parti, on est parti. Mais voilà, moi c'est un petit peu ma stratégie, la route l'hiver et le trail quand il fait meilleur. Encore que l'année dernière, même en été, on a eu quand même des terrains vraiment pas terrible dans les bois. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu trop de sec l'an dernier en trail. Donc peut-être qu'il va falloir que je fasse que de la route, je sais pas. Mais bon, en tous les cas, voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. Et puis toujours bien me tenir à mon plan, me dire bon bah j'ai tant de séances de prévues, j'y vais, je les fais, peu importe la météo. Et voilà, faut quand même se faire violence. Hein. On n'y va pas avec autant de plaisir que quand il fait beau. Il y a vraiment là la discipline qui rentre en jeu et qu'il est important d'avoir si on veut réussir à faire des bons entraînements. Mais bon, voilà, faut se faire violence. Thomas, de ton côté, est-ce que c'est aussi simple que ça? Un objectif suffit-il à garder le cap au terme de motivation malgré des conditions météo qui sont parfois un petit peu compliquées? Ouais, complètement. Moi, ça, c'est vrai que les conditions météo ne me dérangent pas spécialement. Je suis un coureur sur route, donc c'est vrai que je suis pas soumis on va dire, à avoir les pieds pleins de boue, etc. Mais c'est vrai que je pars du principe que, outre travailler la forme physique, ça fait travailler le mental aussi. Et on dit toujours entraînement difficile, course facile, et ça peut être entraînement difficile aussi dû aux conditions météo. Donc j'essaye toujours de rendre les entraînements ludiques, varier les séances, et puis en général ça passe plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je crains pas spécialement le froid, la pluie, le vent un peu plus. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de varier un petit peu les entraînements. Et puis comme disait Vincent, c'est vrai quand tu as pris ta douche, tu es bien content d'être sorti et ça fait du bien. Et voilà. Marie-Ange, de ton côté, est-ce que les conditions météo viennent à entamer un petit peu ton moral et ta motivation? Alors, je cours sur route et en trail aussi. Et c'est vrai que pour la route, le temps ne me gêne pas. Ce que je fais, c'est que dans un sac pour la congélation, comme j'ai très facilement chaud, je mets tout ce qui est pull pour pouvoir me couvrir après si j'en ai besoin ou veste imperméable. Comme ça, je le mets dans mon sac de trail. Hop, je peux me couvrir après l'entraînement. Et pour le trail, la boue me fait glisser, mais je suis une grande enfant quelque part de ce côté-là, ça me fait rire. Je râle un petit peu de temps en temps, mais j'ai plaisir à aller m'entraîner. Est-ce que l'objectif est suffisant pour maintenir votre motivation, justement? Si vous n'aviez pas d'objectif en ce moment, est-ce que vous seriez aussi assidu sur vos séances parce que vous en avez besoin, parce que la course à pied fait partie de votre équilibre? Marie-Ange? Oui, vraiment, si je sors pas, je suis professeur et je deviens ingérable aussi pour mes élèves. J'ai besoin du sport, de courir, je cours en groupe aussi et ça aide. Franchement, s'il y avait pas un groupe derrière moi, je pense que j'arrêterais aussi plus facilement. Je serais démotivée par moment. Le trail, je le fais toute seule et là, c'est vraiment mon petit plaisir, ma petite sortie. Et là, faut aller chercher la motivation. Et en route, je m'entraîne avec d'autres et c'est porteur. Thomas, je te laisse rebondir. Alors, je suis d'accord, mais c'est vrai que le fait d'avoir cet objectif quand même, c'est un petit peu la carotte, ça aide à se motiver, même si la course à pied nous apporte
plein de bonnes choses au quotidien. Je pense que le fait d'avoir cet objectif à court, moyen ou long terme, ça nous aide quand même à être disciplinés sur l'entraînement. Enfin, du moins, c'est mon avis. Alors pour revenir sur ce que disait Marie-Ange, le poids du groupe, il est quand même très très important. Je le vois moi chaque lundi, chaque mercredi avec des conditions météo qui sont pas très très bonnes. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait une séance avec l'association où on a fait des côtes sous la pluie. Autant vous dire, le combo des deux, pas du tout agréable. Et finalement, on avait quand même un groupe qui était composé d'une 20aine de personnes, ce qui est quand même beaucoup. Et certains m'ont dit, s'il n'y avait pas eu le groupe, si vous m'aviez pas motivé sur le fil WhatsApp, je ne serais pas venu. Donc, comme tu le disais, Marianne, je pense que c'est important également et ça participe grandement à notre motivation. Vincent. Ouais, comme vous avez parlé, le groupe est très important, varier les partenaires d'entraînement et aussi varier les endroits où on court et les types de terrain voilà, on peut faire un peu de trail, mais si vraiment il fait trop mauvais, pas hésiter à aller au stade, justement pour en profiter, faire sa séance de fractionné. Les jours où il n'y a pas trop de vent, faire peut-être un peu de vitesse. Moi, c'est ce que j'ai fait à midi sur du plat parce que les chemins étaient vraiment trop gras. Donc, avec un copain, on allait faire des 10 fois une sur un parcours assez roulant. Bon, on avait du vent, mais bon, c'était quand même acceptable. Je sais que je fais ça. Demain soir, je vais au stade pour faire le fractionné plutôt court en groupe. Le week-end, sortie longue avec les copains en montagne. Et puis voilà, au moins varier les terrains, les amis. Et après, on se motive, les autres nous motivent, nous on les motive les jours où ils veulent pas y aller. Et au final, tout le monde y trouve son compte et on est dehors. Isabelle, à toi la parole. Oui, moi c'est comme Thomas. C'est vrai que le fait d'avoir un objectif, alors j'ai besoin de courir, c'est mon sport, j'en ai besoin pour me changer les idées après le travail. Mais c'est vrai que si j'avais pas l'objectif, les jours où il fait vraiment moche, je pense que j'irai pas. Et surtout, j'ai eu des périodes où je préparais rien. Je fais que des footings. En fait, je n'ai pas l'idée de me dire, là, tu vas aller faire un peu de fractionné. Si j'ai pas un objectif, je ne fais pas de séance de qualité. C'est uniquement des footings, pour me vider la tête. Et en plus, quand la météo est clémente. Donc moi, ça m'aide vraiment à garder une discipline régulière, quoi, à y aller régulièrement et à varier les séances. Que si j'ai pas l'objectif, j'ai du mal à varier de moi-même les séances. Je trouve pas de but à faire de la vitesse, à faire du fractionné. Je me dis de toute façon, je prépare rien et puis je fais un footing et puis ça peut durer 1 heure et demie, voire moins. Et comme j'aime pas trop travailler dans le vent comme ça, c'est pour ça que je me mets quand même sur toute l'année 2 voire 3 objectifs. Cette année, j'en ai 3, exclusivement route cette année. Mais c'est un petit peu ma trame pour maintenir un entraînement régulier, constant et puis aussi progresser. Stéphanie, je te laisse la parole. Ben oui, moi, je suis un peu comme Isabelle. Si j'avais pas d'objectif, je pense que j'irais courir parce qu'effectivement, j'en ai besoin. Mais pareil, je ferais peut-être pas de séance entre guillemets de qualité, c'est-à-dire que j'aime pas le fractionner, donc je n'en ferai pas. Je ferai que de l'endurance ou des petits footings ou des blabla run avec les gens qui m'accompagnent. Donc c'est vrai que trouver la motivation l'hiver quand on n'a pas d'objectif, j'imagine que c'est plus difficile. Et après, il faut se donner rendez-vous, effectivement. Alors, on court pas tous avec mes amis, on n'a pas tous le même niveau, mais j'arrive sur une sortie longue à faire, par exemple, la première heure toute seule et puis à être rejoint sur la deuxième heure. Et effectivement, quand je cours exclusivement toute seule, alors même si j'écoute des super podcasts dans mes écouteurs ou une super playlist, ça passe pas aussi vite que quand on est en groupe. Ça, Quelles seraient vraiment les conditions météo les plus inappropriées qui vous pousseraient à zapper une séance? Moi, personnellement, c'est le verglas. Je l'ai vu là avec les épisodes neigeux en début d'année.
par sécurité, on avait fait une séance, ça commençait à neiger dans la région de Beaugency et c'est tellement exceptionnel qu'on en a quand même profité un petit peu. On n'est pas comme Vincent à avoir de la neige pratiquement tous les hivers, mais arrive un moment où je pense que la sécurité est quand même à privilégier avant la performance et avant l'entraînement. Thomas, est-ce que tu partages ce point de vue? Ouais, totalement, totalement. En début d'année, il a neigé dans le Loiret. J'ai voulu faire ma sortie pour profiter de ce paysage enneigé. Et effectivement, ça a été une sortie que je n'ai pas du tout appréciée. Ça a glissé sans arrêt. J'étais pas sûr de moi et c'est vraiment pas une belle expérience. Et c'est vraiment la condition qui me ferait rester chez moi dans le canapé au chaud. Vraiment la seule condition. Isabelle, quel est ton point de vue? Pareil, le verglas. D'ailleurs, on en a eu pendant les vacances de Noël. Chez moi, je suis pas sortie. Je suis allée marcher et même marcher, ça glissait. Donc non, j'ai dit non. Par sécurité, j'ai pas envie juste pour dire que j'ai été faire une sortie, de me faire une cheville, d'être bloquée pendant 3 mois. Ça me fait peur même de courir sur le verglas. C'est quelque chose. J'imagine pas, j'aime pas, je l'ai jamais fait et je le fais pas. Donc c'est vrai quand il y a du verglas, là je sors pas. Voilà, c'est vraiment la seule raison. Après le vent, la pluie, si j'ai une séance de prévue, je la fais. Alors une séance de qualité quand il y a du vent, c'est pas top. Si je peux essayer d'inverser les jours par rapport à la météo, je le fais. Mais oui, vraiment, la seule chose, c'est ça, le verglas. Stéphanie, de ton côté, du côté de l'Alsace, est-ce qu'il y a du verglas également? Alors, il peut y en avoir, ouais, et évidemment, ces jours-là, je ne sors pas. Je me suis déjà fait une entorse, alors j'essaye de préserver mes chevilles. Ce qui est arrivé déjà aussi en Alsace, pas cette année, mais il y a 2 ans, je crois, on a eu du froid, très froid, jusqu'à -10. Alors moi, inconsciemment, je suis allée faire mes sorties, hein, mais en écoutant en fait l'avis des cardiologues, ils disent que quand même il y a en dessous de certaines températures. Alors il faut juste adapter, hein. Faut courir très lentement et ne pas trop rester longtemps dehors, mais je crois qu'au niveau pulmonaire c'est pas top, donc j'évite. Mais cette année l'hiver pour l'instant, même s'il n'est pas fini, est assez doux en Alsace, donc on n'a pas eu de verglas et on n'a pas eu trop froid, donc aucune excuse. Vincent, les conditions météo en Auvergne, c'est comment? Alors non, j'ai jamais, ça m'a jamais empêché la neige ou le verglas. Mais par contre, c'est vrai que la seule fois où j'ai pas dû y aller, il me semble, ça devait être à cause un orage de grêle, par exemple. Ou alors beaucoup de tonnerre. C'est vrai que, mais c'est plus l'été finalement chez nous. L'été, quand il fait très très chaud après l'orage qui pète, bon bah là, je vais décaler. Là, ça devient dangereux et puis c'est quasiment impraticable. On décale de quelques heures ou alors on pousse au lendemain. Par contre, l'hiver, bah, le verglas, c'est ennuyant sur la route, mais dans les chemins, finalement, à l'abri, c'est jamais verglacé complètement, donc c'est pas vraiment un souci. Et pour la petite anecdote, la seule fois, une des plus grosses tempêtes de neige qu'on a eues, moi j'étais quand même allé courir. Et c'est une des seules fois où je suis passé sur TF1 parce que je rentrais chez moi après mon footing. Et du coup, il y avait une caméra dans le village à côté de chez moi qui filmait les gens, alors les badauds qui étaient sous la neige, voilà. Et puis il y avait qu'un seul gars qui passait en courant, c'était moi. Alors forcément, le journaliste m'a interviewé. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors j'ai dit bon, bah, je fais mon footing comme tous les week-ends. Et puis voilà, c'est un bon moment. Puis il avait filmé notre village d'Orsine, donc voilà pour l'anecdote. Marie-Ange, est-ce que quand tu dois décaler, annuler une sortie parce que réunion, parce que conseil de classe, parce que travail au niveau du collège et de ton métier d'enseignante, est-ce que ça te frustre? Est-ce que tu bougonnes et est-ce que ça te gêne finalement de ne pas pouvoir sortir les baskets? Oui, je suis contrariée quand je peux pas sortir. Ces derniers temps, je le vis avec beaucoup de travail. Mais dans ces cas-là, je vais à la salle parce que l'avantage, c'est que j'ai de la musculation à côté, justement. Et ça m'aide au moins à faire quelque chose. La salle, l'avantage, c'est que c'est moins de préparation. Je sais que j'y vais 1 heure, c'est à côté de chez moi, en 5 minutes, j'y suis. Et alors que d'aller courir, le temps de se vraiment mettre les baskets, tout d'un coup prendre le plaisir d'avoir le flow de la course pour peu qu'on ait la chance
ça soit une course qui devienne plaisante, on regarde moins son heure, on change de direction et je peux me perdre plus facilement, alors que la salle, j'y vais 1 heure, j'ai pas autant de plaisir qu'en course. Donc voilà. Mais non, ne pas pouvoir courir, c'est très frustrant. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation de frustration. Est-ce qu'elle est partagée par les autres Patreons? Une séance ajournée, un imprévu dans votre emploi du temps qui vous empêche de faire la séance, est-ce que ça vous frustre ou est-ce que vous le prenez avec beaucoup de détachement et de philosophie? Ouais, moi, je pense que ça me frustre pas mal. Et c'est vrai que la semaine dernière, il y a 2 jours où j'ai pas pu y aller. J'avais prévu d'y aller, donc du coup, j'ai pas pu. Donc le lendemain, finalement, j'y suis allé 2 fois. Je sais pas, j'ai dû y aller 2 fois mardi et samedi, pareil, j'y suis allé 2 fois du coup, parce que parce que c'était pas possible. Enfin non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et c'est vrai que on bouillonne un peu. Alors par contre, c'est quand on est en forme. Après, il y a des jours où on est fatigué. Bon, finalement, c'est un bien pour un mal et l'important c'est de se reposer aussi. Tout dépend de son état de forme. De savoir s'écouter, hein, c'est bien souvent ce qu'on évoque. La séance qui ne passera pas et on le sait d'avance, vaut mieux pas la faire en fonction de son emploi du temps, de son état de forme. Je pense que on le répète assez souvent dans nos échanges sur le groupe des Patreons, mais également dans les capsules. Thomas, une séance annulée, comment ça se passe du côté de Montargis? Alors ça dépend pourquoi elle est annulée. C'est vrai que, comme vous dites, quand c'est une raison de santé ou quoi, on prend sur soi et on se repose et ça passe. Mais quand c'est dû à une condition météo ou autre, c'est vrai que c'est frustrant dans un quotidien où tout est calculé, où tout est millimétré. C'est vrai qu'on a la sensation du devoir pas accompli et c'est un peu frustrant. Ouais, moi personnellement, je le vis mal. Ouais. Isabelle, de ton côté, comment tu le perçois, comment tu le ressens? Alors, pour moi, si c'est qu'une séance dans la semaine que je dois décaler, ça me gêne encore pas trop. Parce que dans ma tête, je m'organise sur la semaine. J'ai 5 jours où je cours, donc ça laisse quand même 2 jours de battement. C'est vrai que ça peut arriver que je sois obligée d'échanger les jours. Si c'est un, ça va. Par contre, si ça revient trop souvent, là oui, et vraiment ça me frustre, ça m'embête vraiment et je suis ronchon. Pour la petite anecdote, j'ai fait entretien de compétences avec mon chef. Il avait remarqué qu'il y a une période où j'étais pas trop bien. Et on en a parlé pendant mon entretien et je lui ai dit bah oui, la période là, c'est après mon trail où j'étais en récup et là j'ai pas d'objectif donc je cours mais pas trop et ça va pas. Et il m'a dit, parce qu'il est pas du tout sportif, il m'a dit, écoute, j'aurais jamais cru gérer ça à quelqu'un, mais continue de courir, va courir. Parce que ils ont remarqué aussi au travail que quand je cours pas comme il faudrait, comme ce que j'ai besoin, je suis différente. Donc oui, ça me chagrine. Une séance à bouger, ça va. Après, quand ça commence à être 2-3 et mon planning de la semaine qui s'est pas passé comme je voulais, ça me perturbe, effectivement. Alors moi, j'en ai discuté avec mes élèves, petite anecdote également, et ils me disaient, monsieur, est-ce que vous allez courir aujourd'hui? Je dis, non, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est journée complète, c'est 8 heures de cours. Et ils m'ont dit, monsieur, vous êtes moins sympa le jeudi que les autres jours. Je dis, oui, c'est la seule journée où je sais que je ne vais pas courir. Donc même les élèves l'ont perçu un petit peu. Bon, après, c'est que sur cette journée-là, je ne peux pas faire autrement pour caser un entraînement, et c'est la journée un petit peu off. Mais Marie-Ange, est-ce que tes élèves le perçoivent quand tu n'as pas eu ta dose de course à pied? Ah oui. Et ils le ressentent tout de suite. Et comme quand ça fait longtemps que j'ai pas accroché de dossard, pareil. Je vous entendais pour les dossards tous qui disaient que c'était une motivation. Et je l'admets que cette année, j'ai fait le choix d'en avoir moins, mais pour des plus longues distances. Alors que d'habitude, j'en ai un par mois, mais pour des 10 kilomètres par rapport à ce que j'ai envie de faire là cette année. Et je le ressens que je suis un peu plus frustrée parce que mine de rien, je me dis bon, j'ai pas de dossard, donc si je m'entraîne pas parce qu'il y a telle ou telle réunion, c'est moins grave. Alors que l'année dernière, j'avais toutes ces réunions quand même, mais je me forçais à aller m'entraîner plus facilement. Et oui, ils le ressentent et là aujourd'hui, ils sont venus me voir, ils me font, on a couru, madame, on a pensé à vous parce que c'est difficile de courir, hein. Maintenant, on comprend pourquoi après vous êtes contente quand vous réussissez vos entraînements, vos courses. Vous voyez comme ils étaient heureux après leur sport et là, ils m'ont fait, on vous comprend. C'était mignon.
Alors, à contrario de cette période d'hiver un petit peu parfois morose, moins de luminosité, plus de précipitations, est-ce que vous préférez courir à cette période-là ou l'été avec la chaleur? Quel est votre terrain de jeu favori sur le plan de la météo? Marie-Ange? À l'hiver. À l'hiver, je cours en short t-shirt. Même quand il a neigé, j'avais juste un t-shirt à manches longues. Je suis quelqu'un qui a très facilement chaud. Donc vraiment, l'hiver, où je peux courir à n'importe quelle heure de la journée. Alors que l'été, faut prévoir soit courir très tôt le matin, soit tard le soir. Et même pour courir en groupe, c'est un peu plus compliqué que ça soit seul ou en groupe. Thomas? Alors pour moi, les deux saisons, on va dire, ont des points positifs et négatifs. C'est vrai que l'été, tôt le matin, c'est toujours agréable de voir le lever de soleil, de se préparer à courir avant une journée de travail. L'hiver, c'est un peu plus délicat le matin à se motiver, il fait nuit, c'est pas évident. Par contre, l'été, quand tu vas aller courir en pleine journée qui fait 35-40 degrés, pour moi personnellement qui vis mal la chaleur, c'est compliqué. Alors que l'hiver, en pleine journée, t'as pas ces soucis-là. Stéphanie, du côté de l'Alsace, on a parfois des cartes météo avec des températures très très élevées. Donc la canicule du côté de chez toi, est-ce que c'est facilement supportable? Alors, on est très rapidement en hauteur dans les Vosges. On arrive à perdre quelques degrés, mais malgré tout, ça reste chaud. Je suis une grande frileuse, mais j'aime quand même. Je pense que je préfère quand même l'hiver. Quand on est bien équipé, finalement, ça passe. C'est vrai que l'été, alors, comme dit Thomas, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux saisons. Je dirais que la chaleur, je la supporte moins bien. Donc, plutôt l'hiver aussi. Vincent, de ton côté, un petit peu plus bas, dans l'Auvergne? Eh ben, moi, je préfère quand même l'été. Ça me dérange pas d'y aller l'hiver, hein, mais l'été, même si, bon, bah, le midi où je cours à côté de mon travail, on est dans une cuvette, on a souvent 40 degrés. Donc là, faut s'adapter. Mais par contre, j'habite un peu plus en hauteur, et là, le soir, chez nous, l'été, c'est quand même vachement agréable. On peut courir tard le soir après le travail de 7h à 21h, 22h des fois. Et le coucher de soleil, tout ça, c'est top. On peut finir même sans lumière à 9, 10 heures du soir, c'est pas un souci. Et c'est vraiment agréable. Ou tôt le matin, à la fraîche, en vacances, ça c'est pas mal aussi. Donc j'ai un petit plus pour l'été. Et puis l'automne aussi, c'est beau avec les feuilles, les belles couleurs, tout ça. On peut avoir un peu de neige dès qu'on monte un peu. Et puis il fait bon en bas, donc ouais, l'hiver c'est pas ce que je préfère. Donc je dirais plutôt le soleil après l'automne. Isabelle, pour terminer ce tour de table. Bah moi c'est pareil, je préfère aussi l'été, même s'il fait chaud. Bah c'est sûr, il faut pas y aller l'après-midi quand il fait 40. Là, on est obligé du coup de s'adapter et de partir tôt le matin. Alors qu'en hiver, à n'importe quel moment de la journée, il suffit de bien s'habiller. Mais malgré tout, je préfère quand même l'été. Déjà, on prend moins de temps à s'habiller. Voilà, il y a moins d'épaisseur. Il n'y a pas la problématique de la lampe frontale. Quand même, l'hiver, qu'on sort très très tôt. Là, on peut aller courir quand même jusque très tard le soir. Il y a de la lumière. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je préfère aussi l'été. Pour moi, c'est plus confortable. Ça me dérange pas non plus d'y aller l'hiver. Parce que c'est vrai que quand on a le bon équipement, on a froid 3 minutes. Et puis après, une fois qu'on est chauffé, on est bien. On est même très, très bien. On n'est pas en souffrance du tout, même en hiver. J'ai envie de dire par rapport à l'été où quand on a chaud, on a chaud. Mais malgré tout, je préfère l'été quand même. C'est vraiment de loin ma saison préférée avec l'été et puis le début de l'automne. Pareil, quand il fait des températures 10, 15 degrés, ben c'est bien aussi quoi. On n'a pas trop chaud, pas froid. C'est l'idéal comme température, mais non. Je reste quand même sur l'été. Alors, je vais vous donner quand même mon point de vue, puisque on a fait le tour de table. Moi, c'est vrai que la période d'hiver ne me gêne pas trop. Les conditions météo, et on l'a dit, hein, avec du bon matériel, ça passe généralement bien. Alors, Vincent nous dira hein, si ces gants fourrés de marin-pêcheur terre-neuvien fonctionnent plutôt bien. L'été, faut s'acclimater, et l'avantage, ce que disait Thomas, c'est des séances très très matinales avec de beaux levers de soleil. C'est plutôt sympa.
sympa. On a une plage horaire qui est peut-être un petit peu plus grande pour sortir le matin, mais quand les conditions météo commencent à monter avec des températures très élevées, ça devient compliqué. Alors j'en connais le docteur Fabrice Kuhn qui apprécie la course à pied sous la chaleur en plein milieu de journée en Espagne, mais Fabrice n'aime pas le froid, donc forcément il cherche des spots où il fait relativement chaud. Voilà, petit clin d'œil à lui. Marie-Ange, tu as parlé salle de sport, ça tombe bien, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, du moins que vous m'avez soumis pour ce deuxième épisode du Pompe Café, à savoir le renforcement musculaire et plus généralement, est-ce que vous pratiquez l'entraînement croisé? Alors quand on dit croisé, c'est à la fois avec ce renforcement musculaire, mais également avec d'autres disciplines telles que le vélo, le VTT. Est-ce que vous avez intégré ce type d'activité complémentaire à la course à pied dans vos plans d'entraînement? Je vois Marie-Ange qui fait oui de la tête. Alors, je te laisse la parole, Marie-Ange. Oui, parce que avec les douleurs au genou, je n'ai pas trop le choix que de faire de la musculation. Donc, j'alterne course et muscu en salle avec un entraîneur. Et l'avantage, c'est qu'aussi pour le dos, qui est souvent un petit peu négligé, que j'avais tendance à négliger, j'ai bien renforcé mon dos pour en mieux encaisser les coups, me tenir plus droite. J'ai vu vraiment une progression dans la posture pour regarder plus loin devant moi, me tenir plus droite, mieux encaisser, moins fatiguer. Et je vois la nécessité de pouvoir croiser entre la course, la muscu, la course, la muscu et après une sortie longue, que ça soit en route comme en trail. Et principalement pour le trail. J'ai vraiment vu la différence pour le trail incroyable. Mais moins de fatigue, mieux positionner les jambes, moins de problèmes d'entorse aussi. J'ai pas eu de vraies blessures. J'ai pas dû être arrêtée et pourtant, j'ai bien couru, j'ai fait des belles chutes. Mais sans la muscu, même quand par exemple on se tord la cheville, on est peut-être privé de course, mais on va quand même continuer de s'entraîner à la salle, ça aide et on en ressort plus fort et pas avec cette sensation d'être privé, justement. C'est bien souvent la difficulté d'intégrer une activité complémentaire en plus, comme la musculation, parce que les coureurs se disent vous allez me sacrifier une séance et je vais pas pouvoir courir. Alors que toi, Marie-Ange, tu en ressens les bienfaits, plus de puissance, plus de tonicité au niveau des appuis. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous présents ce soir qui pratiquent ou qui repoussent le renforcement musculaire ou un autre sport pour peut-être décharger? Vincent, tu es le premier à avoir levé la main. Alors, j'essaye au moins de faire une fois par semaine un petit peu de renforcement musculaire, du gainage, la PPG, voilà, une fois par semaine sur un footing court ou le jour de repos. Hier, j'ai fait un peu de musculation, charge lourde, mais c'est la toute première fois, j'en faisais pas avant, avec un peu de home trainer, parce que j'avais pas prévu de courir hier, donc j'ai fait ça. Et sinon, une autre fois par semaine, en fonction de la saison, soit du VTT, du vélo de route, du ski de fond quand il y a de la neige sur les stations de moyenne altitude, donc c'est pas souvent, ça va être 3-4 fois dans l'année, ou du ski de descente avec les enfants, enfin voilà, essayer de faire une activité ou deux par semaine différente de la course à pied. Le vélo, je pense que c'est pas mal pour en complément pour l'endurance, pour les sorties longues ou faire une deuxième séance en plus de la course à pied sur un week-end où on a un petit peu de temps de libre parce que le vélo ça prend quand même du temps quoi. VTT, faut au moins partir 1 heure et demie, 2 heures. Vélo de route encore un peu plus. Donc c'est pas tout le monde qui peut partir, qui peut prendre 4 heures dans un week-end, mais c'est un plus, je pense, qui est bien pour progresser. Justement, j'ai acheté un vélo de route là à la fin de l'automne. Donc je vais essayer de m'en servir pour aller au travail au moins 2 fois par semaine au beau jour en vélo. Donc là j'ai pas encore fait parce que le matin il fait encore nuit et c'est pas trop sécure, mais je pense d'ici le mois de mars, mi-mars, avril, au moins 2 fois par semaine faire 50 km de vélo, ça sera déjà un petit truc en plus. Donc voilà, sport croisé en complément, je pense que faut vraiment pas s'en priver si on a le temps quoi. Alors moi, c'est surtout ça. C'est le temps que ça prend, tu le disais, par rapport à des sorties en vélo de route notamment. Et contrairement à la course à pied où les conditions météo ne me gênent pas forcément pour pratiquer, partir en vélo en pleine Beauce, pas très loin de là où j'habite, même si je pourrais aller un petit peu en Sologne, mais c'est pas tout de suite à proximité.
ça me freine un petit peu de savoir que je vais partir rouler avec du vent, avec de la pluie, vent qui, si je le mets droit devant moi pour commencer, va tourner avec moi et je l'aurai toujours vent dans le nez, donc c'est pas très très agréable et ça me rebute un petit peu. Donc la salle de sport, j'ai pratiqué pendant quelques années, je n'y vais plus aujourd'hui, mais le vélo, j'ai un très beau vélo à la maison, mais il prend surtout la poussière plus que les kilomètres. Thomas, de ton côté, est-ce que tu es un adepte du croisement, des sports croisés? Tu nous as dit que des sportifs, tu en croisais justement dans tes entraînements, mais c'est pas la même chose là. Je croise beaucoup de sportifs, mais je croise aussi des activités sportives. J'essaye de faire une séance de renfo par semaine. Alors j'avoue que je suis pas très discipliné sur le renfo. Je la zappe souvent cette séance. Sinon, je fais une sortie vélo par semaine d'environ 40-50 km vélo de route. Quand les conditions sont pas top, j'ai la chance d'avoir un home trainer et de jouer avec les applications de sortie virtuelle. Mais c'est vrai que j'ai ma sortie vélo une fois par semaine d'environ 50 km. Et quand vraiment je suis discipliné, j'ai ma séance de renfo également. Isabelle, de ton côté? Alors pour moi, c'est pareil, c'est le renfo. Donc, pas de vélo, pas de natation, mais par contre, oui, j'ai du renfo une séance par semaine. J'ai du mal à en faire plus. C'est plus une problématique de temps. Et c'est surtout que je veux pas remplacer une séance de course à pied par le renfo. Ça vient vraiment en plus. Par contre, ça m'a vraiment bien servi pour le trail l'an dernier. Là, j'en ai vraiment senti les bienfaits au niveau des cuisses. Et puis aussi, comme disait Marie-Ange, au niveau des chevilles, j'avais pris une coach et elle me donnait des exercices comme ça, travailler les chevilles. C'était vraiment adapté donc à mon objectif et ça m'a été très utile. Donc là, c'est vrai que j'ai pas repris. Je suis en phase de prépa générale pour mon marathon, donc j'ai encore pas mis de renfort. Je pense que je vais en intégrer quand je vais commencer à rentrer en prépa spécifique. Mais voilà, sinon oui, une par semaine, pas plus. Après, j'ai pas de vélo. J'aime pas ça. Non, et puis peut-être que si j'en faisais, j'y prendrais plaisir, mais j'ai pas très envie. Je sais que de nombreux trailers amis en font et en voient les bienfaits. Ils aiment bien. Enfin, ça leur permet de faire du volume aussi de manière différente. Donc c'est vrai que oui, le vélo, je pense que le vélo est intéressant. Mais voilà, c'est vrai que je m'y suis encore pas mis, donc ouais, le renfort, mais c'est pareil, hein, je suis quand même obligée de me discipliner pour le faire parce que je sais que c'est utile, mais c'est moins un plaisir que d'aller courir quand même. Stéphanie, est-ce que le renfo, le vélo, des sports croisés font partie de ton entraînement au quotidien? Alors oui, moi j'ai découvert le renfo, alors pas au début de ma pratique de la course à pied, je l'ai découvert pendant le Covid, parce que moi j'aime courir, donc évidemment m'accorder du temps pour faire du renfo, je trouvais ça pas utile. Et puis pendant le Covid, je m'y suis mise pendant le confinement et effectivement, je me suis aperçue que des douleurs qui pouvaient apparaître, ont complètement disparu grâce au renfo. Donc depuis, j'essaye de le garder dans ma routine. J'ai tenté de m'inscrire je me suis inscrite dans une salle de sport, mais je n'y suis pas vraiment allée parce que m'enfermer dans une salle et à faire des répétitions, ça, j'ai vraiment du mal. J'aime beaucoup être à l'extérieur. Donc maintenant j'essaye. Alors j'ai essayé la méthode aussi, une méthode qui consistait à pratiquer des exercices de renforcement musculaire en extérieur, donc pendant son footing, à intervalles réguliers. Ça, c'est ludique. Mais bon, on peut me prendre pour une folle si on me croise à faire des squats au bord d'un chemin. Donc, j'essaye de garder cette rigueur d'avoir 2 séances de 30 minutes de renfo par semaine, généralement sur mes jours off. Donc, pendant le confinement, j'ai acheté un peu du matériel et ça me suffit à garder cette petite routine qui, effectivement, je pense, me préserve de pas mal de petites douleurs.
Mais je te rejoins sur le côté, les gens te prennent peut-être pour une folle à faire des squats, à faire des fentes, à faire des sauts de grenouille. Nous, on le vit chaque semaine, pratiquement, quand on fait nos séances de renfort run. On est autour d'un arbre, on fait des incantations avec des squats. Les gens doivent se demander ce qu'on est en train de faire. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire consommer un petit peu de renforcement musculaire aux personnes de l'association, parce que on est tous comme ça, on aime courir, mais le renfort, ça fait pas partie forcément des choses qu'on va mettre en numéro 1 dans notre plan d'entraînement. Et je rejoins Marie-Ange sur le côté blessure. Je pense que j'en ai jamais autant fait du renfort quand j'ai été blessé, que ce soit au genou, que ce soit à la cheville. Par contre, une fois qu'on reprend la pleine possession de ses moyens, on fait un petit peu moins de renfort, et peut-être à tort, parce que quand c'est instauré comme une routine, on se dit finalement, on a ce petit rendez-vous, comme tu le fais Vincent, après un petit footing ou avec un petit peu de vélo, comme le fait Thomas. Et je pense que c'est important pour notre structure, on va dire, corporelle, pour durer et continuer à courir très longtemps. Marie-Ange. Oui, justement, par rapport à ça, je suis à 2 heures par semaine de muscu renfo. Et généralement, c'est là où j'ai aucune douleur. Et dès que je passe à 1 heure, ou voire soit par flemme, soit parce que c'est pas possible et que je suis plus dans la course, c'est là où je commence à avoir les douleurs qui se réveillent, par exemple pour les genoux plus facilement ou les chevilles. Et avant, je faisais du roller et on avait beaucoup de renfo. On était 1 heure avant chaque séance. Et c'est puis cette période-là que j'ai compris que les sports d'endurance, de vitesse et d'impact, ça change tout, la musculation. Mais vraiment. Et après, il y a plus de plaisir, justement. Stéphanie. Oui, puis j'aimerais compléter aussi par une autre discipline que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est la mobilité. En fait, moi, je suis très raide, mais comme beaucoup de personnes en course à pied, et je travaillais pas vraiment l'amplitude de mes articulations, et j'ai découvert une application, alors que j'ai testée d'abord gratuitement et qui m'a assez convaincue. Donc pour l'instant, j'accroche assez bien sur ces petits exercices de mobilité qui permettent aussi de récupérer ou de faire un peu d'activation avant les runs, ce que je faisais pas forcément. Donc là, c'est tout nouveau. J'ai pas encore trop de recul pour en parler, mais je pense que ça m'apportera quelque chose. Et puis concernant le vélo, j'ai aussi un très beau vélo, parce que mon mari fait du vélo et c'est un peu la seule activité qu'on peut faire tous les deux puisque lui ne court pas. Je suis pas fan de vélo, mais j'ai quand même remarqué que on récup, faire tourner les jambes sur la route, pas du VTT, mais voilà, c'est très intéressant. Seulement les 2 dernières années ont été extrêmement venteuses en Alsace, et comme toi, Seb, autant courir sous toutes les conditions en hiver me dérange pas, autant pour le vélo, j'ai vraiment du mal. Mais quand j'ai l'occasion d'en faire, j'en fais, parce que vraiment, je trouve qu'au niveau récup, c'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits. Mais je te rejoins sur le côté renforcement, mobilité. Je pense que on a tous été comme ça pendant la période du Covid, où j'étais moi-même enseignant à la maison avec beaucoup de temps à tuer. Une fois qu'on avait nettoyé les volets, poncé tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, j'ai jamais fait, je pense, autant de renforcement musculaire que sur ce printemps 2020, et j'ai ressenti au sortir de cette période beaucoup plus de stabilité, beaucoup moins de douleurs, notamment dorsales, où j'étais sujet à ces lombalgies un petit peu chroniques, au point qu'un généraliste m'avait dit, Monsieur Martin, si vous avez mal au dos, arrêtez la course à pied, faites de la marche. Je dis oui, c'est pas du tout ce que j'envisage pour ma future carrière sportive. Une fois que le Covid est passé, bien évidemment, chacun a repris ses activités avec beaucoup plus de sollicitations à droite et à gauche, et le renfort s'est un petit peu effacé de mon plan d'entraînement. Alors les blessures ont pas forcément ressurgi, mais l'intégration de ce renforcement musculaire, des séances qui font 40-50 minutes, où on va alterner des squats, des fentes, des burpees, des sauts de grenouille. Pas la séance qui va avoir le plus de kilomètres sur le plan de la distance, mais qui permet quand même de bien travailler. C'est pas forcément celles qui sont les préférées, mais c'est un bon moyen
si on veut pas forcément passer par la salle. Et étant enseignant, c'est vrai que étant enfermé une bonne partie de la journée, le sport pour moi ça rime plutôt avec extérieur. Après, on a forcément des pratiques un petit peu différentes. Qu'est-ce que vous pourriez vous conseiller à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas mis de renfort ou ne croisent pas leurs entraînements? Est-ce qu'on peut les encourager à le faire, vu que vous en avez senti quand même des bénéfices? Vincent. Oui, bah bien sûr, faut essayer de s'y mettre. Alors après, suivant la discipline qu'on fait, je pense par exemple en trail, on fait déjà un petit renforcement naturel. Il fait du travail de côte, travail de descente. Donc déjà, quelqu'un qui sent qu'il a besoin de se renforcer, il peut déjà mettre l'accent sur des côtes progressives. Et ensuite, un petit renforcement musculaire, comme je disais, après un footing assez court, qui au lieu de faire, par exemple, 50 minutes de footing, ce jour-là, on va peut-être faire 30 minutes. Et puis après, 20 minutes de renforcement. C'est tout bénéfique, hein. D'abord, une ou deux fois par semaine. Déjà, c'est déjà pas mal, 2 fois par semaine de renforcement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Et ça paiera forcément sur le long terme. De toute façon, on se sent mieux, comme on a dit, les blessures, tout ça. Et, euh, et puis les étirements, comme parlait Stéphanie, ça c'est pas mal la mobilité. Moi je le vois aussi avec des fois j'ai des petites pubalgies et une semaine ou deux de mobilité autour du bassin, tout ça, ça le fait disparaître et c'est vrai qu'on y repense, il y a une fois qu'on a mal. On le fait pendant 2 semaines, après ça passe, ça revient 2 mois après, ainsi de suite. Mais suivant ses problèmes, ça c'est pas mal de le placer aussi avant d'attaquer un entraînement assez dur, par exemple. Stéphanie, je te laisse réagir. Oui, moi j'invite aussi tout le monde à faire du renfort. Alors effectivement, il faut trouver son timing, comme disait Vincent, peut-être avant de faire une sortie ou juste après quand on est en tenue. Comme dit, 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Ou alors le faire avec ses enfants. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien aussi de temps en temps le faire avec moi. Alors on se challenge un peu et on fait des petits exercices. Ils m'en montrent, je leur en montre. Ça peut être sympa aussi. Faut trouver son moment. Thomas, de ton côté. Ouais, bah moi je rejoins un petit peu mes collègues du soir. C'est vrai qu'il faut vraiment prendre son temps, intégrer ces séances petit à petit, les rendre ludiques, faire ça un petit peu comme un jeu. Et c'est sûr qu'on va pas voir le résultat tout de suite. C'est ce qui est frustrant aussi, mais c'est vrai qu'à la longue, on va avoir une amélioration sur notre état de forme. Et c'est vrai qu'il faut prendre son temps, mais voilà, il faut persévérer quand même. C'est vrai que c'est difficile à quantifier en termes de résultats. Qu'est-ce que ça peut, entre guillemets, apporter? Et je pense que Marie-Ange a donné la réponse, hein. C'est d'éloigner les blessures et finalement, alors, on va pas dire que le renfort élimine toute blessure, mais au moins d'avoir des appuis un petit peu plus solides, des douleurs aux genoux qui sont moins présentes et finalement de prendre plaisir à ce que l'on fait. Marie-Ange, je sais que tu es accompagnée et qu'il y a quelqu'un qui, à la salle, te calibre l'entraînement. Est-ce que c'est important pour toi d'être accompagné, de ne pas faire n'importe quoi, à l'image de ces bêtisiers qu'on voit parfois sur les réseaux où on voit des personnes en salle de sport utiliser du matériel, mais pas forcément comme il faudrait? Oui, oui, clairement, j'ai un entraîneur depuis maintenant 3 ans. Vraiment, en plus de ça, qui s'est investi pour le running, qui s'est documenté encore plus, qui a fait appel à son ancien professeur qui a un ultra trailer en plus. Donc il s'est beaucoup renseigné sur les exercices spécifiques pour justement la mobilité, le renforcement musculaire, pas faire que des squats ou des burpees, mais faire d'autres activités, justement pour les épaules, parce qu'on néglige très facilement le haut du corps, on pense facilement à toute la partie le grand fessier, moyen et petit, mais mine de rien d'avoir les épaules bien musclées, le dos, ça nous aide et même les orteils, chose que je ne faisais pas travailler, mais d'avoir le pied musclé, la plante de pied, tout ça on n'y pense pas forcément tout seul. On peut parfois risquer de le faire mal et une mauvaise position, ça peut engendrer aussi des douleurs et être privé de courir. Donc pour moi d'avoir quelqu'un, ça me motive et ça m'évite de faire des bêtises. Et puis c'est quelqu'un qui me correspond. Il y en a qui ont peut-être besoin d'être avec quelqu'un de pédagogue, doux, et d'autres un peu plus côté musclé, militaire. Moi c'est plutôt quelqu'un qui est maintenant devenu un ami en plus, donc je suis très contente.
Thomas. Alors moi, je pense qu'il faut aussi être méfiant sur une chose, c'est la progressivité. C'est valable sur tout. C'est valable sur la course à pied, sur le vélo. Il faut aussi y aller doucement, je pense. Et le fait de se faire accompagner, ça permet aussi de pas faire certaines erreurs, comme quelqu'un qui est seul chez lui va vouloir taper dedans directement. Puis par contre, le renfort peut éviter ou ralentir les blessures, mais par contre, il peut en créer si c'est mal fait, je pense. Alors après, c'est vraiment voilà la progressivité et quand même être méfiant sur certains exercices, bien les faire, bien les maîtriser avant d'augmenter peut-être les charges. Isabelle. Oui, pareil comme Thomas, je voulais rebondir là-dessus aussi ce que disait Marie-Ange. C'est important de travailler aussi avec quelqu'un qui va vous donner des exercices spécialisés dans votre discipline. Et puis aussi que le renfort ne vienne pas générer de la fatigue qui va impacter par la suite les entraînements de course à pied. Je sais que j'ai déjà entendu des amis qui vont au CrossFit et qui disent ah bah oui mais quand je vais au CrossFit le lendemain bah ma séance de course à pied j'ai mal aux jambes, j'y arrive moins. Donc faut quand même que ça reste, enfin que l'un ne vienne pas pénaliser l'autre. Et pour ce que tu disais aussi, Marie-Ange, par rapport au haut du corps, c'est vrai que si on travaille pas le haut du corps en trail, quand on sort les bâtons, ça fait bizarre. Donc il vaut mieux avoir des épaules qui ont bien travaillé avant. Et ça m'a servi aussi. Moi, je sais que sur le trail dans le Jura, dès qu'on commence à sortir les bâtons sur des longues distances, ça travaille vraiment. Et, et si on n'est pas prêt, les douleurs le lendemain dans les bras, elles sont voire pires que dans les jambes. C'est un fait. Donc ouais, faut travailler tout le corps, quoi. C'est vrai que quand on parle de renfort, c'est pas que les jambes, c'est vraiment l'intégralité du corps pour être tonique, en forme, dynamique et puis être à l'aise sur la course, quoi, en fait, sur son objectif. Marie-Ange. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'ont dit Thomas et Isabelle sur le fait de pas risquer de faire justement soit comme on dit de se cramer avec vouloir trop faire tout de suite. Moi, ça serait mon caractère et mon entraîneur m'a vraiment discipliné de ce côté-là. Et comme disait Isabelle aussi, j'ai de la chance. Bah, pour ceux qui font du CrossFit, j'en croise aussi qui le lendemain n'ont plus le courage de courir et risqueraient presque des blessures de fatigue. Pareil, moi j'ai mon entraîneur, il s'adapte. Il me demande si j'ai couru ou si je vais courir, où en sont mes blessures. Et pour le renfort mobilité, il va pas faire forcément peut-être la séance qu'il avait prévue, mais il va s'adapter. Alors que si j'avais été toute seule, sans les connaissances je me serais peut-être plus facilement dit oh c'est pas grave, j'ai un peu mal, je vais le faire quand même, c'était prévu. Et tant pis. Donc non, je pense que pour en tout cas commencer, c'est peut-être mieux d'être accompagné. Est-ce que Marie-Ange, tu as eu peut-être une crainte par rapport à ce qu'on évoque quand on parle de musculation en tant que femme, de voir le corps changer et de se dire ah bah si je fais de la musculation, je vais prendre de la masse et ça va pas être forcément quelque chose esthétiquement souhaitable. Est-ce que tu as eu ce genre de pensée? Est-ce que c'est des choses que tu entends peut-être dans la salle de sport où tu te rends chaque semaine? Oui, clairement. C'était l'une de mes... Enfin, déjà, je suis petite. Je suis 1m54 et je suis d'origine latine, donc je suis pas une femme fine, je suis plutôt... je viens des montagnes. Voilà. Et résultat, j'avais peur d'être trop développée, même au bout de 3 ans maintenant. Et en fait, pas du tout. Avec la course, c'est très complémentaire. Et résultat, on prend pas tant que ça. Et c'est surtout que, au-delà de ça, il m'a expliqué que c'est pas avec 2 heures par semaine, même au bout de 3 ans, que je vais me retrouver en mode très développé et autres, parce que il y a tout l'à côté aussi. Il y a le run, il y a le fait que je ne fasse pas plus de 2 heures. Donc tout ça aide aussi. Mais oui, j'ai eu peur au début d'être trop baraquée en fait. Même si il paraît que c'est à la mode actuellement. Vincent, de ton côté? Pour en revenir à ce que disait Isabelle aussi, pas hésiter à faire du renfort un peu spécifique suivant sa discipline. Donc les bâtons,
bien 2 mois avant, par exemple, un ultra, bien les ressortir à chaque fois, même si des fois on n'en a pas besoin, mais juste pour rappeler le mouvement et pas avoir de courbatures le jour de l'ultra et des douleurs. Et aussi une chose que j'avais pas trop fait moi, j'avais fait l'UTMB l'année dernière et j'avais eu très très mal au dos après avec le poids du sac. Parce que le sac, on a l'habitude de le mettre, allez, 5 heures, 6 heures, et puis pas trop chargé finalement. Mais par contre, quand on fait 20 ou 30 heures de course à pied avec un sac qui fait plus de 5 kilos avec des fringues trempées dedans, eh ben c'est vrai que c'est vraiment désagréable et ça devient une vraie tare, quoi. On rêverait de jeter le sac et recourir dans son plus simple appareil comme Anton Kuprika dans le désert, quoi. C'était un enfer, donc voilà. S'il y a des trailers qui écoutent, n'hésitez pas à bien faire du spécifique avec un sac bien chargé si ils ont prévu plusieurs heures de course. Et pour la route, par contre, et ben après du renfort plus spécifique pour les jambes, des squats ou autre, c'est vrai que ça paye toujours. Isabelle, Oui, donc je rebondis sur ce que dit Vincent. Quand j'ai fait ma prépa pour mon trail long, dès les premières sorties, la sortie longue du dimanche, dès la première, j'emmenais mon sac avec tout dedans, comme si j'allais partir sur ma course. Et puis, parfois, j'emmenais aussi les bâtons pour m'entraîner avec les bâtons. Et c'est vrai que on a l'impression de se pénaliser, de se dire, je pars charger pour 1 heure et demie, ça sert à rien, mais pareil, le jour J, on est bien content d'avoir fait ça avant, parce que, au moins, on est habitué aux conditions de la course, en fait. Et les bâtons, ouais, faut vraiment, vraiment s'entraîner. Pareil, les bâtons, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais quand même, ça vaut peut-être le coup d'en parler. Les bâtons, si on s'en sert mal, ils peuvent nous faire perdre plus de temps et nous faire plus de mal que nous aider aussi. Donc, si on prévoit d'utiliser des bâtons, pareil, il faut s'entraîner avec, comme tout autre matériel. Sinon, ça peut être vraiment compliqué, quoi. alors je vous rejoins tous sur ce qu'on peut évoquer autour de ces entraînements croisés, de ce renfort. Et je l'avais évoqué dans un épisode il y a quelques semaines avec ces temps faibles où j'ai dû composer avec un genou qui tirait un petit peu, un mollet qui sifflait. Et j'ai la chance d'avoir un kiné du sport qui est également préparateur physique, Julien, que je salue, et qui a réussi avec quelques exercices dans sa salle de torture, sa salle de musculation au niveau du cabinet, à me remettre rapidement sur le droit chemin sans pour autant couper. Et je pense que, comme le disait Marie-Ange, l'objectif est de s'entourer et d'avoir des personnes qui vont pouvoir nous accompagner, connaissant l'anatomie, connaissant les bons mouvements, avec une écoute et une personnalisation. Et là, c'était le cas. Donc, j'inviterai les auditeurs à s'entourer de personnes qui soient vraiment spécialisées dans le domaine sportif, mais peut-être plus particulièrement aussi dans la course à pied, parce que il y a de très bons kinés du sport, mais pour certains, ils ne connaissent pas du tout la pratique de la course à pied. Donc, avec des professionnels, je pense qu'on est quand même entre de bonnes mains. Il faut oser pousser la porte des cabinets ou demander des recommandations autour de vous ou de personnes qui peuvent être des ressources très intéressantes sur ce domaine de la santé et de la musculation. Alors, personne ne pratique la natation. Personne n'a évoqué le côté... Stéphanie lève la main. J'ai mon fils en fait qui pratique la natation 1 fois par semaine, et autant l'année dernière en fait pendant qu'il nageait, j'en profitais pour aller courir. Son entraînement dure 3/4 d'heure, et cette année en fait je me suis dit allez, pourquoi pas nager pendant que lui nage aussi. Et c'est vrai que, alors pareil, comme le vélo, moi j'utilise vraiment en récup. C'est-à-dire que ça fait travailler les jambes autrement. Je suis pas sûre que ça m'apporte grand-chose au niveau de la course à pied, mais en tout cas, ça me soulage quelques petites douleurs que je peux peut-être avoir dans les genoux, dans les jambes, voilà. Et puis surtout, quand je me suis blessée, je vous ai parlé tout à l'heure de mon entorse, c'est le seul sport que je pouvais pratiquer, nager. Et c'est vrai que ça m'a permis de conserver une activité physique pendant les quelques semaines où j'étais au repos forcé. Isabelle. Alors, pour parler de la natation, moi, j'ai une carte de piscine que j'ai pas utilisée, et j'ai des séances qui sont en stand-by ou qui attendent de renouvellement. Elle est peut-être expirée carrément. Les séances ne sont plus valables.
elles sont plus valables et si je veux les conserver, il faut que j'en reprenne 10 et du coup, elles viendront se rajouter. Et j'y pense, j'aime beaucoup nager, j'aime bien aller à la piscine, ça me fait du bien, mais je ne sais pas nager en mettant la tête sous l'eau. Donc, je nage avec la tête en arrière et au bout d'une demi-heure, j'ai mal au cervical. Donc, je pense que si je retourne à la piscine, parce que quand même, j'aimerais bien y retourner, je vais prendre 2, 3 cours pour m'enlever cette appréhension de mettre la tête sous l'eau, d'avaler de l'eau. Enfin, bon, c'est un peu des traumas que j'ai eu petite et puis après, j'ai pas pris la chose en main et c'est resté comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien. Ça, par contre, c'est vraiment pour moi un plaisir, la piscine. Donc, j'y pense sérieusement quand même, mais pour y retourner, il va falloir que je prenne des cours parce que sinon, nager comme ça, enfin, je me fais mal. Donc après, bon, j'ai mal au cou pendant 2, 3 jours. C'est pas forcément bien, mais je pense que la piscine, quand même, ça doit apporter des bienfaits au niveau de la course à pied, quand même, malgré tout. À mon avis, au niveau détente musculaire. Enfin, c'est qu'un avis personnel. Et là-dessus, j'y connais rien. J'ai même jamais entendu de podcast ou quoi sur le sujet, si c'était bien ou pas. Mais moi, je pense que c'est bien. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc, on verra bien à voir pour ma prochaine prépa. Je pense que oui, je vais réintégrer de la piscine. Donc, si on veut te faire plaisir, Isabelle, on t'offre une carte de piscine pour ton Voilà, prochain anniversaire. c'est ça. Alors, moi, j'aime bien l'eau, mais essentiellement pour barboter. Alors, le côté détente, bain bouillonnant, oui. Faire des longueurs pour faire des longueurs, non, c'est absolument pas ma tasse de thé. Et je pense, Isabelle, qu'il y a un petit côté trauma également par rapport aux maîtres nageurs qui prenaient la perche et qui nous lançaient dans le grand bain. J'ai pas forcément de très, très bons souvenirs de cette période-là. Est-ce que vous avez encore des petites choses à ajouter avant qu'on passe à la dernière thématique un petit peu plus libre, un petit peu plus ouverte sur vos habitudes matérielles, trucs et astuces divers et variés? C'est bon, tout le monde hoche la tête en disant non, non, C'est non. bon. C'est tout bon? C'est bon. Ouais. Alors, moi je voulais savoir un petit peu, vous qui êtes les Patreons, qu'est-ce que vous avez comme pompe à côté de mes pompes? Mais là, est-ce que vous êtes bien dans vos pompes et qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Est-ce que vous avez une paire, 10 paires, un magasin entier de chaussures dans votre intérieur, dans votre dressing? Qu'est-ce qu'il y a dans vos pieds? Avec quoi vous courez? Stéphanie? Je me lance au tout début de ma pratique de course à pied, je faisais uniquement de la route et puis j'avais qu'une seule paire de baskets parce que quand on débute, on progresse très facilement rien qu'en faisant de l'endurance. Alors finalement, je faisais à peu près toujours la même chose. Quand j'ai commencé à vouloir progresser sur 10 km ou sur semi, j'ai dû intégrer le fractionné et là on m'a conseillé alors d'avoir une deuxième paire de baskets pour le fractionner, donc 2 paires. Et puis ensuite, je me suis mise au trail, donc là encore, une autre paire pour le trail. Donc aujourd'hui, je tourne régulièrement avec 3 paires de chaussures, une un peu plus légère pour le fractionner, une pour mes courses route longue marathon, et puis trail. Mais j'ai un petit coup de gueule quand même à lancer contre les équipementiers. Là, je suis passée récemment dans mon magasin de running préféré et j'ai vu que toutes les paires de baskets ont pris 10 à 20 euros. Alors, clairement, quand j'ai débuté la course à pied il y a 10 ans, il me semble pas que une paire de baskets coûte 160, 180 euros. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de dire que c'est un sport accessible quand on affiche des prix pareils. Alors, avoir 3 paires de baskets à l'année régulièrement dans son dressing, ça commence à me faire serrer les dents. Vincent, de ton côté? Alors du coup, je regardais là pendant que vous parliez sur ce qui est pas mal, c'est qu'avec Strava, on peut rentrer ses chaussures et du coup voir combien de kilomètres elles ont. Et du coup, c'est vrai que ça fait un moment que je cours et je commence à avoir vraiment beaucoup de paires. Et là, alors, donc il y a les paires actives et les paires au placard. Et du coup, j'ai 15 chaussures au placard, donc voilà. Mais j'ai quand même 19 paires actives. Donc je tourne avec, allez, je mets pas les 20 paires pompes en ce moment, mais j'en mets régulièrement une dizaine différentes. Donc en gros, pour le trail, il y a les chaussures d'Ultra Trail. Donc l'année dernière, j'avais été aidé par Altra et donc j'avais eu plusieurs paires et je les utilise encore. C'est des paires qui me vont parfaitement. Donc
pour du ultra ou du trail court, j'ai des modèles chez Altra. Par contre, pour la route, c'est vrai que j'avais pas mal de Nike auparavant, donc des super shoes plutôt pour les courses style marathon, semi. Je connais les Vaporfly, les Alphafly, tout ça. Une paire de chaussures pour plutôt pour le stade aussi, assez réactive. Et après, il y a des chaussures de footing. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de changer. J'écoutais la clinique du coureur, Blaise, qui conseillait de varier ses chaussures pour que le pied s'habitue pas à une paire. Et varier aussi les drops, pas trop d'amortis. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de faire ça. Et c'est vrai que ça marche bien. Franchement, je pense que ça fait à peu près 15 ans que je cours et je me suis jamais blessé au point de m'arrêter. J'ai eu une douleur au genou il y a 2 ans qui m'a ralenti pendant quelques mois, mais j'ai continué à courir. Et finalement, le fait de changer de chaussure régulièrement, jamais 2 jours avec la même chaussure, le pied s'habitue à aucune paire et finalement, c'est renforcé naturellement. Puis les paires de cross aussi pour le cross, les pointes, là j'ai essayé cette année, c'est vraiment bien. Hyper léger, ça redonne une foulée naturelle et c'est vrai que le lendemain d'un cross, on retrouve déjà direct, ça se sent vraiment plus bénéfique d'avoir couru avec les pointes. Le lendemain, la foulée est tout de suite mieux. Donc voilà, plusieurs paires variées. On peut pas tout acheter d'un coup, mais au final, avec les années, on peut accumuler un petit peu, quoi. Et puis les changer vers suivant les marques, entre 800, 1000 kilomètres, quoi, à peu près, je fais par chaussure. Est-ce que tu as plus, Vincent, de chaussures de course à pied que de chaussures conventionnelles pour la ville et pour les activités de loisirs ou les activités professionnelles? Ah oui, c'est sûr. Et puis même, ça permet de les recycler parce que souvent, les paires de chaussures de route, finalement, on sent que l'amorti est cuit, elles commencent à être un peu fatiguées, mais finalement, esthétiquement, elles sont encore bonnes. Donc, un passage au lave-linge et puis après, ça repart, je les recycle au travail ou pour les, pour les sorties en ville, hein, finalement. Donc voilà. Très peu de chaussures de ville, hein, c'est vrai. Et les chaussures pointues en cuir, c'est vrai que c'est pas top. L'autre fois, on était au restaurant, j'ai remis des belles chaussures, c'est l'enfer, quoi. Elles sont vraiment serrées au bout, du coup, c'est une catastrophe. Ils en font Du pas chez coup, Altra? non, mais ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, hein. Parce que c'est vraiment désagréable. Les gens qui sont, j'ai des copains agents immobiliers ou autres qui sont en costume toute la journée, avec des chaussures comme ça et qui sont aussi coureurs. Et je pense que c'est handicapant, à la longue, hein. Le mieux, ça serait de rester pieds nus, hein, de marcher le plus possible pieds nus. Et ça serait le plus bénéfique pour le pied. Thomas, de ton côté, comment tu choisis une paire de chaussures pour le trail ou pour la route? Quels sont tes critères? Alors, moi déjà, vu que je suis pas un très grand trailer, j'ai quand même une paire de trail pour faire bonne figure quand même quand je vais m'aventurer en forêt. Mais sinon, ouais, pour courir tous les jours, on va dire, j'ai 3 paires de chaussures et selon les séances que je vais faire, j'ai ma paire de chaussures attitrée. Et comme disait Vincent, il est très rare que je cours 2 jours consécutifs avec la même paire de chaussures. En général, vu que je varie les séances, automatiquement, je vais varier les chaussures. Donc sur la piste, ça peut être là en ce moment j'ai une paire de On Running. Après pour les sorties en endurance fondamentale, c'est plus des New Balance et pour les sorties longues où je recherche vraiment le confort, j'ai des Asics ou des New Balance aussi. Donc j'ai 3 à 4 paires de chaussures dans ma garde chaussures, on va dire. Et voilà, mais sinon j'en ai encore plein d'autres qui servent plus, donc je les donne à mes beaux enfants qui adorent les prendre pour leur séance de sport au collège. Isabelle, de ton côté, comment tu Alors, exerces cette rotation dans les chaussures? Parce que on est tous là dans cette mouvance d'avoir plusieurs paires de chaussures oui. et d'effectuer une rotation avec une usure qui nous fait les pousser jusqu'à 800, 900, 1000 km avec les trackers que l'on peut avoir, que ce soit Vincent sur Strava, moi c'est sur Garmin ou sur iDo qu'on peut regarder justement l'état des chaussures et leur usure. Oui, bah moi aussi c'est sur Garmin, donc là j'ai rentré toutes mes paires, il n'y a pas très longtemps que je le fais, et c'est vrai que ça permet quand même de savoir combien de kilomètres on fait avec. Donc comme Thomas et Vincent, j'ai essayé de ne jamais courir 2 jours de suite avec la même paire. Donc du coup pour la route, j'ai 2 paires différentes pour les footings, j'ai 2 paires différentes pour le fractionné. Donc pour les footings, j'ai des ASIC. Pour le fractionné, j'ai des Nike. Alors là, comme la route, j'y connaissais pas grand-chose. Je m'en suis remis à mon fils qui lui court exclusivement sur la route. Et c'est lui qui m'a conseillé ces marques-là parce que lui, il aime bien. Alors,
Je suis pas sur les mêmes modèles que lui, puisqu'on n'est pas non plus sur les mêmes allures. Mais c'est vrai que Nike, ouais, j'aime bien. Je connaissais pas et j'aime bien Asics aussi. Avec des chaussures de roue, je me suis blessée l'année dernière. En fait, j'ai une paire qui ne me convenait pas et j'ai insisté. Je les ai mis, je les ai remis. Et bon, j'ai fini par les vendre parce que ça m'embêtait parce qu'elles étaient toutes neuves, mais chaque fois que je les ai mis, le lendemain il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en ai déduit que c'était les chaussures. C'était des Saucony et j'avais un modèle. Et l'année d'après, ils avaient changé le modèle, donc j'ai pris le nouveau modèle. Et c'est ce nouveau modèle, pourtant le même, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé dessus, mais elles ne me convenaient plus. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses aussi c'est problématique parce que d'une année sur l'autre, après le modèle qu'on aimait bien, il n'existe plus, et le nouveau modèle, il n'est pas forcément pareil que celui le précédent. Donc ouais, j'essaie quand même de changer. Et pour le trail, j'ai 2 paires et là, euh, c'est la même paire en fait, la même marque, c'est des Merrell. Et du coup, j'ai les 2 mêmes paires. Et c'est vrai qu'en trail, je cours avec les mêmes. Parce que vraiment, je me sens bien dedans. J'ai jamais été aussi bien dans des chaussures de trail. Pourtant, j'ai essayé pas mal de marques, hein, Salomon, et une autre marque aussi, je me rappelle plus, qui est spécialisée dans le trail, qui était très bien aussi. Mais voilà, cette paire-là, je me suis vraiment sentie bien. Donc j'ai dit, je tourne, mais je prends pas le risque d'aller vers autre chose qui va pas me convenir. Donc voilà, j'ai acheté les 2 mêmes paires. Alors les 2 en blanc, bien sûr, hein, parce que les chaussures de trail, très souvent, elles sont en blanc. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc j'ai 3 paires pour la route et non, 4 paires pour la route et 2 paires pour le trail et je tourne et jamais 2 jours de suite avec la même paire. Et j'ai découvert aussi, je me posais des questions par rapport à la route sur les plaques carbone. Et c'est en écoutant le podcast de Bruno avec Benjamin Paulin où j'ai appris que même quelqu'un qui court pas vite, il peut utiliser des plaques carbone, que au moins ça servira à avoir un bon amorti. Et ça, c'est ça qui m'a décidé aussi à en utiliser parce que je me disais pour moi ça sert à rien, je vais pas vite. Et puis fait est dit, ouais, il a quand même expliqué que pour lui, même sur 100 kilomètres, il a quand même fait son 100 kilomètres avec des plaques carbone. Alors bon, lui, même quand il court pas vite, il court plus vite que moi, mais voilà, donc on apprend des choses, hein, aussi, voilà, on en revient toujours au même avec les podcasts, c'est vraiment intéressant quand on tombe sur des infos comme ça qu'on n'avait pas et des questions qu'on se posait et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse, voilà, c'est dans les podcasts qu'on arrive à du coup prendre des bonnes décisions. Voilà, donc pour moi les chaussures c'est 5 paires. Est-ce que vous êtes fidèle à une marque, à des modèles iconiques, ou est-ce que vous arrivez à aller piocher dans des opportunités, des modèles que les conseillers, les vendeurs spécialisés vont pouvoir vous proposer, Vincent? Après, c'est vrai que Isabelle parlait des chaussures carbone. Bon, après, il y en a elles conviennent à certaines personnes, d'autres non. Moi, je sais que ça me convient bien pour les courses. Par contre, je peux pas les mettre 2, 3 jours d'affilée. Sinon, j'ai direct mal au genou, donc je les garde juste pour la compète et voilà. Par contre, c'est des chaussures à 200, 300 euros, donc je guette les Black Friday ou les soldes et voilà, les derniers Black Friday, j'en ai acheté à moins 50 au lieu de 300. Ça, c'est à peu près abordable et je les garde neuves que pour les compétitions. Donc, c'est dommage. Moi, qui ai bossé dans le commerce beaucoup d'années, qui avait un magasin, j'aimais pas trop acheter sur Internet, mais au bout d'un moment, on n'a pas trop le choix. Par contre, tu vois, il y a 2 semaines, j'avais déjà une chaussure de trail qui me plaisait. Je l'ai trouvée dans un magasin. Ils avaient fait une promo, la même promo que sur le net. Je l'ai prise en magasin et puis voilà, faut privilégier, je pense, les magasins dans le plus possible. Ils ont forcément quelque chose en promotion. Après, quand on connaît un modèle et qu'on fait faire un modèle et qu'on ne trouve pas, il y a toujours Internet, Black Friday, des choses comme ça. C'est vrai que Nike, ils font des grosses promos tout le temps pour les Black Friday. Il y a des sites comme le Tempo, le Running Club qui n'hésitent pas, ou Runix à balancer les dernières infos, les dernières promos.
pour en faire bénéficier les coureurs. Donc c'est faut un petit peu guetter les bons plans, quoi. Mais c'est difficile, hein, parfois de se retrouver dans cette jungle de chaussures. Tu parlais de Nike. Moi, je suis pas spécialisé dans ces modèles-là. Il y a tellement de déclinaisons que est-ce qu'elles sont vraiment adaptées au profil du coureur? C'est toujours un petit peu délicat. Thomas, comment tu fais toi pour choisir tes chaussures? Alors moi, c'est vrai que j'ai longtemps tâtonné pour trouver la vraie bonne chaussure qui me va déjà. Et c'est vrai que maintenant, j'ai mes paires, on va dire, de prédilection selon les séances que je fais et je change pas. Je reste, je sais que sur mes sorties très longues, j'ai ma marque New Balance. En règle générale, je reste sur cette marque-là. Sur la piste, je suis on running. C'est vrai que je connais mes tailles et je bouge pas. Mais là, je vois, je suis en train de me tâter pour changer, pour essayer une marque. C'est la marque Decathlon. Elle est en train d'émerger dans le monde du running et c'est vrai que j'ai envie de me lancer, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de retours sur certaines paires de chaussures, c'est compliqué de se lancer au risque de se foirer complètement. Donc c'est pas évident de changer. Quand on a trouvé chaussure à son pied, c'est vrai que c'est pas évident d'aller sur une autre marque. Je sais que j'ai quelques paires, moi, qui ont fini très rapidement en chaussures de jardinage et d'extérieur pour le bricolage parce qu'elles ne convenaient pas sur le plan de la course à pied. Et malgré tout, elles avaient été achetées en magasin avec des conseils plutôt avisés des vendeurs, mais c'est toujours difficile. Isabelle, toi, comment tu procèdes? Moi, c'est pareil comme Thomas, j'ai du mal à changer de marque. Vraiment, quand je trouve une paire où je me sens bien, je reste sur la marque et si je peux, sur le même modèle. Donc, non, j'appréhende, j'ai peur. Même si on me dit, oh, mais c'est bien, moi j'ai essayé, elles sont bien. J'ai peur, justement, d'acheter une paire qui me convienne pas et puis, d'être obligée de la recycler ou, enfin, des sabots de jardin, en magasin de bricolage, ça coûte pas 150 voire 200 euros, quoi. Donc, c'est un petit peu aussi la peur qu'on a de se dire, je vais acheter ça et si ça va pas, le tarif quand même qu'on met, qui est quand même excessif, hein, Stéphanie, elle le disait, c'est quand même, c'est très très cher, hein, ça représente quand même un gros budget, les chaussures, surtout quand on veut tourner avec plusieurs paires et c'est même conseillé. Donc non, moi je change pas, ouais, je reste fidèle et c'est vrai que pour la route, là j'ai trouvé Nike et ça me convient bien et je pense que je vais rester là-dessus. Nike et Asics, c'est vraiment deux paires sur route où c'est pas pour rien qu'ils sont quand même orientés route. Je comprends pourquoi on les utilise. Stéphanie, de ton côté, comment se passe le choix des chaussures? Alors moi, j'ai été très longtemps fidèle à deux marques, Brooks et Saucony, sur deux modèles un peu iconiques. Mais en fait, je suis assez déstabilisée par les dernières années, les dernières versions qui ont énormément d'amortis. Et en fait, elles me conviennent plus du tout. Donc, je pensais avoir trouvé mon bonheur et je suis de nouveau perdue dans cette jungle des chaussures. Et alors c'est rigolo qu'on en parle ce soir parce que cet après-midi, je me suis laissée tenter par les derniers Keep Run de chez Decathlon. Donc je pourrais vous faire un retour dans quelques temps, mais elles m'ont convaincue. En tout cas, en test en magasin, parce que je teste moi toujours mes chaussures au moins en magasin. Je sais que ça n'augure rien, mais au moins on a déjà un premier aperçu. Donc je verrai bien ce que ça donne. Mais je pense qu'ils ont une belle technologie. Là, ils ont bien avancé. En tout cas, en prix, ils sont plus que corrects devant la concurrence. Donc à tester. Et puis après, oui, ça m'est arrivé de prendre des chaussures sur Internet quand c'était vraiment exactement le même modèle que j'avais et qui n'était plus dispo dans mon magasin. Je leur ai fait des infidélités, mais voilà. Mais c'est une vraie jungle. Je reconnais que je pensais m'y être retrouvée et là, les dernières évolutions m'ont complètement perdue. Marie-Ange, on t'a pas entendu sur les chaussures. Qu'est-ce que tu utilises et comment tu procèdes pour faire ton choix et déterminer la chaussure qui va convenir à ta pratique? Alors, je suis fidèle à ASICS pour la route comme pour le trail. Mais sur les conseils de vendeurs, pour parfois quand on a des trails sur plus en forêt et pas en montagne comme Vincent, où on a parfois pas mal
on croise aussi un peu de route. J'ai une paire de New Balance qui fait soi-disant les deux. J'ai une paire de Brooks pour les petits footings, qui était ma toute première paire. Et en fait, j'ai une paire en Lasix que c'est des Nimbus et je l'ai en 2 tailles. Une un peu petite que je mets qui est un peu plus grande pour le pied qu'il faut, pour les distances d'entraînement. Et une vraiment où j'ai presque une taille et demie de différence avec ma taille de tous les jours pour le marathon, là où mon pied va vraiment gonfler. Et c'est vrai que de changer régulièrement, c'est important. Et aussi, j'ai des semelles spéciales que j'ai pour le running, avec un podologue pour le sport spécialisé, qui est passionné de running également et qui était très content des marques que j'ai choisies. Et aussi, justement, le fait de varier les semelles, on évite aussi les blessures, mais finalement, comme les paires de chaussures de ville, où c'est conseillé de pas porter tous les jours la même paire. Mais j'admets que j'ai le côté un peu girly de ce côté-là. Par moment, il y a le côté où j'ai choisi une paire un peu pour la couleur. Parce que mine de rien, une paire qui me plaît pas, c'est aussi une paire qui va rester sur le côté, qui pourrait entre guillemets rester sur le côté. Et je trouve que les paires pour les hommes sont souvent plus jolies que celles pour les femmes. Enfin, au niveau des coloris aussi. Donc voilà, mais après, si on me conseille et si j'écoute un petit peu tout le monde, je serais bien tentée par la marque Nike pour la route. Alors après, ce que tu disais, hein, un podologue, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous êtes un petit peu dans l'incertitude par rapport au modèle de chaussures qui va pouvoir vous convenir. Franchissez la porte d'un cabinet d'un podologue du sport. Clin d'œil à Bruno qui prend soin de mes pieds du côté de Blois et qui ne vous donnera pas forcément des semelles, hein, c'est pas obligatoire, podologue, semelle à la sortie, mais au moins vous aurez des conseils avec l'expertise derrière des vendeurs spécialisés. C'est un bon combo pour peut-être ne pas jeter son argent par les fenêtres parce que comme l'a dit Stéphanie, ça revient régulièrement et c'est quand même un petit budget. Marie-Ange. Et oui, comme certains d'entre vous, parfois je pensais que c'était mes baskets qui n'allaient pas. Et c'est aussi pour ça que je suis allée voir le podologue. Parce que quand on débute, parfois on se dit ça peut venir du matériel. Et en fait, non, c'était pas. Avec des baskets j'avais mal, avec d'autres j'avais pas mal. Et la cage déloge. Et c'est pour ça que j'ai des semelles en fait. Et donc finalement mes baskets, elles me vont très bien. Donc comme quoi, de temps en temps, vérifier un peu la mécanique. Ça peut nous éviter de remettre une paire de baskets niveau jardinage. Et voilà. Alors, on pourra inviter les auditeurs à ce qu'ils nous livrent leurs chaussures de prédilection, même si on l'a vu, on utilise tous une rotation avec 2, 3, 4 paires. Je crois que Vincent, il a la palme avec combien 19, 20 paires. Là, je pense que c'est plus qu'une rotation. Il y en a que je mets plus trop, elles ont encore, elles pourraient faire, mais finalement, elles sont rangées un peu au placard. Alors, ça fait presque 1h30, 1h30 passée que l'on discute avec vous, les Patreons. Pour conclure cet épisode, je voulais vous questionner sur votre coup de cœur, à la fois sportif, à la fois running, sur ces dernières semaines, ce début d'année 2026. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir ? Que ce soit quelque chose de personnel, un petit cocorico personnel, ou alors quelque chose que vous avez vu, lu, entendu, qui a éveillé votre attention. C'est le petit instant à côté de mes pompes, mais vraiment là, personnel. Qui se lance ? Marie-Ange. Moi, le podcast que tu as enregistré avec ceux qui vont préparer le marathon de Chaverny, c'est ça ? D'entendre d'autres personnes qui sont en préparation, ça fait plaisir de les entendre, leur motivation, et j'ai trouvé que c'était très porteur et que ça faisait du bien justement parce que parfois on entend souvent des gens connus du milieu et là d'entendre des gens comme nous tous, et ça donne le sourire et on n'a qu'une envie, c'est de les entendre raconter leur histoire, de les voir évoluer. Et je trouve que c'est très motivant en tout cas. Voilà, et ça changeait des podcasts que je pouvais entendre et ça faisait du bien au moral aussi.
Merci Marie-Ange pour ce petit clin d'œil aux athlètes qui se préparent pour cet événement du côté de Cheverny qui aura lieu le 25 et 26 avril. Et ça a été rendu possible par les organisateurs qui m'ont fait confiance après l'épisode enregistré l'année dernière. Donc c'est un partenariat qui est de nouveau tissé avec une de ces grosses courses de la région centre et que vous retrouverez très prochainement avec d'autres épisodes. À qui le tour ? Stéphanie. Alors moi, même si je ne pratique pas le ski, je le suis un peu à la télé et puis je suis très contente de la performance de nos Français, surtout au biathlon. Enfin, je me dis, eux, ils préparent ça pendant 4 ans et quand c'est récompensé par une jolie médaille, voilà, j'imagine toute la joie qu'ils peuvent ressentir et la fierté, voilà. Je sais que c'est un travail difficile. Nous, à l'image de nos entraînements, des fois, on se prépare pour un objectif, on y met tout notre cœur. Mais c'est sûr que quelques semaines ou quelques mois, je me dis, ça fait 4 ans qu'ils préparent ça. Quand c'est récompensé, c'est mérité. Et voilà, cocorico pour le biathlon français et puis pour tous les skieurs français qui sont engagés au JO. Isabelle, à ton tour. Moi, coup de cœur, j'ai découvert, parce que je m'intéresse donc aux 100 km de Millau que je vais faire au mois de septembre. Et donc, j'avais pour habitude quand même d'écouter beaucoup de podcasts sur le thème du trail. Et puis, il y en a énormément avec des athlètes connus, etc. Mais c'est vrai que le 100 km de Millau, j'avais jamais regardé. Et j'ai commencé à taper 100 km de Millau, à chercher, et je suis tombée sur plein de vidéos et je ne regrette pas de m'être inscrite à cette course parce que ça a l'air d'être vraiment bien. Et puis coup de cœur aussi, j'ai écouté des podcasts donc sur le 100 km pour m'informer parce que c'est une distance sur route que je ne connais pas. Et donc je suis tombée sur ton podcast, je crois si je me trompe pas, c'est avec Thomas. Thomas ici présent, oui. Thomas qui a fait Millau, il me semblait bien, j'avais retenu le prénom, Thomas et Pierre. Et j'ai écouté attentivement, j'ai appris plein de choses qui vont m'aider, ça m'a débloqué aussi des idées que j'avais par rapport au ravito. Enfin, voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur, les 100 km de Millau et tous les contenus qu'on peut avoir autour de cette course qui sont très qualitatifs, je trouve. Il y a tout un tas même de vidéos où on voit les paysages, ça donne un avant-goût. Et bon, Bruno, il me l'avait dit, si tu fais un 100 km en venant du trail, fais Millau, n'en fais pas un autre où tu vas tourner en boucle, voilà, comme un hamster, ça ne te plaira pas. Voilà, et c'est lui qui m'a conseillé celui-là, et bon, j'y suis encore pas, tout ça, ça va se préparer sur l'année, mais en tout cas, ça donne envie. Tout ce que j'ai pu entendre sur cette course me donne envie, donc c'est vraiment mon coup de cœur. Thomas, je te laisse rebondir justement. Je suis obligé de rebondir sur ce que vient de dire Isabelle. Mon coup de cœur, moi, ça a été l'ouverture des inscriptions pour les 100 km de Millau. C'est vrai que je les attendais et ça y est, c'est ouvert, donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui va commencer et j'ai la chance de l'avoir déjà fait une fois, donc je sais où je vais aller à peu près, mais voilà, il y a toujours une part d'inconnu, toujours une part d'excitation, donc je suis vraiment fou à l'idée de refaire cette épreuve. Et tu vas voir, Isabelle, t'as beau te préparer, tu seras pas prête, et c'est ça qui est vraiment excitant parce que tu vas vraiment en prendre plein les yeux, quoi. C'est fabuleux. Super, je suis contente. Et puis, je te verrai là-bas, du coup, en vrai. Voilà. Peut-être, parce qu'il y a du monde quand même. Vincent, à ton tour. Alors, coup de cœur, j'avais pas trop préparé, mais je pense à un entraînement que j'ai fait il y a 2 semaines avec des copains. Donc, il y a un petit groupe sur Instagram qui s'appelle le Fartlek Auvergnat. C'est les frères Méleux des coureurs du coin qui organisent avec des copains eux. En fait, c'est plutôt un rassemblement une fois par mois dans une zone vers Clermont où on regroupe tous les coureurs de tous les niveaux et on fait un fartlek à la manière des Kenyans. Voilà, donc 20 fois une. Il y a des super coureurs, des coureurs de moyen niveau et des débutants et tout le monde se regroupe pour la récup. Et du coup, ça fait un bon moment convivial et de se motiver quand il fait mauvais temps, comme il y a 2 semaines où on a fait 1h30 sous la pluie, mais à bloc. Voilà.
Donc c'était mon petit coup de cœur. Voilà. Alors moi, je vais terminer avec un double coup de cœur. Le premier, Marie-Ange en a parlé un petit peu, c'est ce projet du côté de Cheverny qui va me conduire à accompagner des athlètes et de les rencontrer également sur ce week-end du 25 et 26 avril. Et j'aurai également la satisfaction d'accompagner lors du marathon en relais 2 équipes de l'association qui seront également alignées au départ de cette course du côté de Cheverny. Donc c'est ce côté partage, transmission et de pouvoir vivre ces courses à la fois de l'intérieur, à la fois en groupe. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Et puis le second, c'est bien sûr cet épisode du Pompe Café, ce que l'on vit avec vous les Patreons, et de vous remercier d'être présents au quotidien. Alors parfois, si je loupe un petit peu le fil de discussion, j'ai de nombreux messages à rattraper, mais c'est toujours très très enrichissant. Et aujourd'hui, chers auditeurs, eh bien le contenu, c'est le travail des Patreons avec une concertation, des questionnements et la volonté de prendre part à cet épisode pour ce 2e numéro du Pompe Café. Donc merci à vous et merci à ceux qui n'ont pas pu être présents mais qui étaient là la dernière fois et qui seront peut-être présents sur un 3e épisode. Si vous validez bien évidemment la reconduction de ce Pompe Café, on sera à l'opus numéro 3. Avec plaisir et à bientôt tout le monde et surtout entraînez-vous bien et continuez à faire ce que vous aimez. Merci à tous pour cette soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à toi Sébastien, merci à vous tous et puis bonne journée à tout le monde et portez-vous bien et voilà, plein de sport et toujours avec plein de plaisir. Oui, merci, c'était un plaisir d'échanger autour de ces sujets qui nous passionnent tous. Et 1h40, ça peut commencer à être une sortie longue, donc vous pouvez l'écouter en entier, c'est bien, le job est fait. Merci à tous et bon entraînement tout le monde et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai. Eh ben écoute Marie-Ange, on va le mettre peut-être au projet de cette année 2026 d'essayer d'organiser une rencontre entre Patreons de façon à ce qu'on puisse casser cette barrière de l'écran. Et pour moi, je vous souhaite une très belle journée, bonne semaine à vous, bonne fin de semaine, bon week-end en fonction du moment où vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Ce nouvel épisode du Pompe Café est désormais terminé. Un grand merci aux Patreons d'avoir pris le micro et d'être venus échanger sur ces différentes thématiques. Alors si vous souhaitez prendre part à la construction globale du podcast et rejoindre ce groupe des Patreons, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une belle fin de journée. À la semaine prochaine. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.